Merci, merci. Donc aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est de vous faire un retour d'expérience sur une plateforme cloud pour le data scientist. Donc c'est une plateforme que l'INSEE propose à l'ensemble des agents de l'État et pas mal d'étudiants pour se former à la data science. Et on a construit à travers ça aussi une application web qui s'appelle Onyxia et qui représente vraiment l'expérience utilisateur pour le data scientist. Donc vous voyez un petit screenshot là derrière. Donc moi c'est Frédéric Comte et je travaille à l'INSEE dans une équipe d'innovation et qui s'intéresse particulièrement aux plateformes de data science et aux technologies cloud. Et je suis Joseph Garonne, donc je travaille au pôle logiciel libre d'Etalab à la DINUM et j'étais en tant qu'entrepreneur d'intérêt général sur le projet Onyxia et je continue à le développer voilà, en collaboration. Alors, donc TourEtex commence par un petit événement déclencheur et moi cet événement déclencheur il a eu lieu quand j'étais RSSI à l'INSEE. J'avais demandé à accéder à des logs d'accès à Internet. Bon, le temps se passe un peu, tout prend un peu de temps et j'ai finalement reçu au bout de 3 semaines un disque dur physique qui contenait un peu plus de des centaines de gigas de données et j'avais mon PC pour essayer de faire quelque chose avec ça. Bon, j'avais pas beaucoup de droits sur mon PC, je pouvais pas non plus me plaindre à la sécurité. C'était un petit problème de conflit d'intérêts. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'intéresser à l'expérience utilisateur idéale pour traiter des données. Première chose que j'ai fait, j'ai un peu surréagi. J'avais quelques centaines de gigas et je me suis dit, il y a du big data, ça intéresse l'INSEE. Je vais essayer d'installer une plateforme Hadoop traditionnelle pour faire du big data. Alors, les plateformes Hadoop, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée principale, ça repose sur les travaux de Google en 2003, sur Google File System et sur MapReduce. Et l'idée, c'est de colocaliser les traitements et les données. Typiquement, si vous avez un gros fichier, comptez le nombre de lignes, vous pouvez le découper en petits blocs, mettre des blocs sur des serveurs et faire des sommes partielles sur le nombre de lignes et ensuite agréger le tout au niveau central. Ça limite les flux réseau, c'est plus efficace et c'est comme ça qu'on a obtenu de la scalabilité horizontale dans les traitements. Ce paradigme-là, dans l'écosystème data, il a commencé un peu à décliner parce que qui dit colocalisation dit fort couplage entre la capacité de calcul et la capacité de traitement. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, on va plutôt voir ce couplage fort comme un frein, parce qu'on va plutôt essayer d'utiliser des processeurs dédiés, des GPU, des choses comme ça, et ce couplage fort, il coûte. Néanmoins, il y a toujours des cas d'usage de ça, et si c'est des technologies qui vous intéressent, comme l'écosystème s'en part un peu, il y a quand même des projets open source qui sont montés. Là, sur le stand du TOSIT en A20, vous pouvez aller les voir. Il y a un projet qui s'appelle TDP et qui permet de construire une stack open source Hadoop traditionnelle. Donc, ça, c'était pour la petite pub. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce n'était pas le problème de colocalisation. Hein. J'avais juste 300 gigas à traiter. Ce n'était pas un gros sujet. Moi, ce que je voulais, c'était une plateforme interactive, traiter de la donnée, la manipuler, ne pas savoir exactement quoi faire, tester des choses, quelque chose de beaucoup plus interactif. Donc plutôt ce que j'appelle maintenant un data lab, quoi. Pas exactement savoir ce qu'on fait, et voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le projet Apache Mesos, qui est d'une part un orchestrateur de containers, donc un peu dans le monde du DevOps, mais qui est aussi le resource manager historique de Spark, puisque ça a été créé dans la même université autour des années 2009. Donc c'est avec ça que je me suis dit, il y a peut-être une opportunité de créer un cloud basé sur la containerisation qui apporte du service aux data scientists. Du coup, cette idée-là, on l'a bien poussée, on l'a mis sur Internet, parce qu'on a vu beaucoup d'agents dans les administrations qui sont un peu tous isolés, et pour qui le Graal, presque, pour traiter de la donnée, c'est d'obtenir un PC un peu plus puissant que les autres, pas géré forcément par la DSI, dans un contexte très sécure. Et sauf que tout ça, le poste de travail, ça a beaucoup de limites, notamment la sécurité, c'est pas terrible. La reproductibilité sur le poste de travail, c'est mauvais aussi. La scalabilité horizontale, évidemment, on ne l'obtient pas. Donc tout ça, c'est des inconvénients majeurs. Et donc nous, en proposant une plateforme de mutualisation, l'idée, c'était d'offrir du service à la demande pour traiter les données, des services de data science à la demande, qui nous permet d'accélérer finalement les projets data. Et nous, côté INSEE,
de co-construire avec nos utilisateurs ouverts, faire de l'open innovation pour améliorer le service. Donc ça, c'était l'idée qu'on avait. Et ça, on l'a fait avec quelques principes fondamentaux en tête, notamment l'enfermement propriétaire. Ça, on le voit dans plusieurs axes. Typiquement, à l'INSEE, on est un peu marqué par un enfermement auprès du logiciel SAS, qui est un logiciel de traitement statistique, et avec une compagnie qui a quand même une politique assez agressive en matière tarifaire. Et donc ça nous marque beaucoup. Le deuxième truc qu'on observe aussi auprès des écoles de stats, c'est que beaucoup se reposent sur les offres en ligne comme Colab de Google ou comme AWS. Et ça, je trouve qu'en termes de souveraineté, il y a quand même un sujet, je pense, à réfléchir. Donc ça nous pousse à continuer à essayer de concevoir un service qui marche bien. Et enfin, l'enfermement propriétaire, on se l'applique à nous-mêmes. C'est-à-dire que le logiciel qu'on crée, on veut qu'il soit facilement supprimable. C'est-à-dire, en fait, on veut que son architecture soit pensée pour ne pas être enfermante pour ceux qui l'utiliseraient. Et donc, on va vous expliquer après comment on essaye d'obtenir ça. Le deuxième sujet qui nous intéresse, c'est trouver un chemin vers la production, parce que c'est bien de maqueter, faire des innovations, mais on veut aussi aller les déployer en prod. Et c'est un sujet qui est hyper important à l'INSEE, parce qu'on a à peu près 1000 développeurs statisticiens qui produisent du code statistique, plutôt en SAS, R ou Python, et des développeurs informatiques, plutôt Java, JavaScript. Et quand il s'agit de passer un processus en production, il y a souvent une rupture, rien qu'au niveau du langage. Et des fois, on fait un peu des trucs ubuesques à cause de ça. Donc cette plateforme-là, même si l'origine, c'est quand même cette partie exploratoire, on cherche à fournir un chemin vers la prod. Enfin, le dernier point qui est important, c'est qu'on cherche à construire une plateforme qui est 100% cloud native, et c'est finalement les vrais choix, on va dire, d'architecture qu'on fait. Le choix, ce n'est pas une application comme Onyxia. Le choix, c'est de se dire, une infrastructure de data science, aujourd'hui, c'est de la containerisation, donc globalement du Kubernetes, et du stockage objet, donc du S3 notamment. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va proposer à nos utilisateurs ? L'idée, c'est d'essayer déjà qu'ils aient en tête qu'il faut bien séparer tout ce qui est données de la partie traitement, ce qui n'est pas forcément quelque chose de naturel pour tout le monde quand on a l'habitude de travailler avec son poste de travail, parce que tout est mélangé. Donc du coup, on va proposer une offre de stockage S3 pour la donnée brute. Si des gens veulent démarrer d'autres bases, représenter la donnée d'une manière différente, ils peuvent démarrer à la demande des bases de données dans un catalogue. Pour la partie traitement, on leur propose différents environnements de développement, du RStudio, du Jupyter, du VS Code. Et ces environnements sont adaptés à faire du calcul distribué et aller un peu plus loin des choses qui sont difficiles à obtenir sur un poste normal. Le chemin vers la production, pour nous, ça passe par proposer des logiciels open source standards pour déployer soit des applications, soit des workflows de données, des batchs, dans un environnement en cloud native. Donc nous, on propose, mais ce n'est pas les seuls, par exemple Argo CD, Argo Workflow, qui vont permettre de déployer des batchs et des applicatifs. Alors, moi, je vais vous parler un peu de comment on a fait concrètement et de où ça part. Si on dézoome un peu, on part du constat que le data scientist standard, il n'a pas accès à la stack data science qui constitue l'état de l'art. Parce que, en fait, gérer des containers sur un cluster cube, ça demande des compétences en informatique spécifiques. C'est pas tant que c'est compliqué de popper un Jupyter, mais manager le cycle de vie du Jupyter, savoir comment faire en sorte qu'il se connecte au stockage, demander les tokens, savoir comment faire pour ne pas mettre les informations sensibles dans le code, mais dans un gestionnaire de secrets, c'est compliqué. Et on s'est rendu compte que, en fait, même si on propose un service avec un cluster cube, du S3 avec Minayo, un Volt pour la gestion des secrets, ça n'allait pas être une offre de service qui allait pouvoir être utilisée par les statisticiens de l'INSEE. Donc partant de là, on savait ce qu'on voulait faire. On veut créer une brique technique qui fasse le lien entre ces technologies et qui soit un facilitateur qui permette à des gens dont ce n'est pas le corps de métier de profiter de l'état de l'art, quoi. Donc on sait ce qu'on veut faire et on sait ce qu'on veut éviter aussi. On veut éviter d'enfermer nos utilisateurs
dans notre outil. On veut faire en sorte que notre outil, OK, c'est une UX qui les aide, mais c'est aussi quelque chose qui va les aider à monter en compétence sur les technologies qui sont derrière. Et pour réaliser cette vision, on a fait un gros effort de rien cacher de ce que Onyxia fait pour ses utilisateurs en arrière-plan. Même dès qu'on peut, on l'affiche. L'idéal, ça serait qu'au bout de 6 mois d'utilisation, un utilisateur d'Onyxia, il continue à utiliser Onyxia juste parce qu'il aime l'UX. Mais il soit suffisamment familiarisé avec les technologies derrière pour pouvoir se passer et faire éventuellement avec l'invite de commande. Et cette approche-là, si on change un peu de perspective, de la perspective d'un DSI qui installerait Onyxia, on veut, pareil, que Onyxia ne soit pas une énorme pieuvre, une clé de voûte, et si on l'enlève, le SI s'effondre. Et pour réaliser ça, c'est important que Onyxia, en fait, il n'ait pas de droit particulier sur les technologies qu'il orchestre en sous-main. Il faut que... Parce que s'il a des droits, s'il est admin de Minayo, par exemple, ça veut dire que si on enlève Onyxia, on est obligé de le remplacer par un admin 6. Voilà. Donc, en résumé, c'est OK, très bien de demander un token à la place de l'utilisateur pour lui faciliter la vie en lui disant « Regarde, je demande un token pour toi et c'est comme ça que je le demande. » Mais il ne faut rien qu'on fasse qu'il ne puisse pas faire avec les droits normaux qu'il aurait sur l'infrastructure si Onyxia n'était pas là. Donc voilà, on a créé un projet qui est Onyxia et c'est pas juste, on ne fait pas juste un retour d'expérience sur ce qu'on a fait pour l'INSEE et comment on a fait une app métier pour chez nous. Enfin, mon ex chez moi. On a fait vraiment un projet open source maintenant qui est très largement réutilisé et réutilisable. Vous pouvez créer votre instance Onyxia soit sur un cloud provider, soit sur votre propre infrastructure, et vous pouvez vous l'approprier, que ce soit au niveau du catalogue de services que vous proposez, ou que ce soit au niveau de cosmétiques, le thème, mettre votre branding, votre header. Là, si je prends cet exemple, donc il y a l'instance qui est la plus connue, c'est l'instance de l'INSEE pour la data science, parce qu'elle est utilisée très largement dans les écoles d'ingé. Mais à la DINUM, au pôle logiciel libre d'Etalab, on a une instance d'Onyxia qui nous permet de faire tester les logiciels du pôle logiciel libre. Donc un DSI peut essayer les logiciels grâce à Onyxia directement dans son navigateur. En fait, c'est la même version d'Onyxia, ce n'est pas un fork d'Onyxia, c'est juste Onyxia, mais configuré d'une autre manière, avec un autre catalogue, pour un autre cas d'usage. Donc, vu qu'on n'est pas seulement là pour essayer de vous vendre Onyxia, d'ailleurs on n'a rien à vous vendre, hein, on est le service public, qu'on soit bien clair, mais aussi vous expliquer un peu comment on a fait. Je vais dézoomer un peu et vous expliquer que bon, si vous voulez installer Jupyter Notebook sur votre Linux, faites apt-get install Jupyter Notebook. Voilà. Si vous êtes sur un cluster Helm et que vous voulez avoir un Jupyter Notebook, vous faites Helm install Jupyter Notebook. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est voilà, Helm, c'est juste un package manager et c'est comme ça qu'on fait dans cette stack. On installe des logiciels avec ce package manager-là et nous, du coup, on veut réutiliser ça parce qu'on ne veut pas créer de standard, on veut s'inscrire dans un écosystème existant. Et donc, n'importe quel package, vous essayez de l'installer, vous avez des options pour installer le package. Dans Helm en particulier, si on zoome, on peut voir qu'il y a un value.schema.json qui est un fichier qui permet au packager de déclarer toutes les options disponibles pour configurer un Jupyter. Et nous, c'est ça qu'on va utiliser en fait pour, au lieu d'avoir à taper dans la ligne de commande comment on va le configurer, créer un formulaire. Donc les différentes catégories, on en crée des tabs et les options spécifiques, on en crée des entrées des formulaires. Et on peut avoir du coup un certain niveau de détail grâce aux descriptions générées automatiquement. Et la force d'Onyxia, ce qui en fait un produit qui est différent de CubeApps, par exemple, c'est qu'on va rajouter, en fait, augmenter le standard Helm sans le casser, hein, mais rajouter des trucs. C'est-à-dire que la personne qui va packager un package en pensant à Onyxia, il va pouvoir dire à Onyxia remplace ce champ
par cette valeur-là. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, l'utilisateur, vu qu'il est connecté quand il utilise Onyxia, on sait qui il est. On a des informations sur lui. Donc, quand Onyxia lit ça, il dit « Ah, d'accord, je vais demander un token à Minio. » Donc, il dit à l'utilisateur « Je demande un token pour toi et je vais pouvoir le pré-remplir. » Et quand il clique du coup sur Launch, nous, on envoie une requête à Onyxia API et on fait le Helm install qu'il aurait pu faire à la main en remplaçant, en configurant par rapport aux champs qui ont été remplis automatiquement ou manuellement dans le formulaire. Et dès que le Jupyter il a démarré, on le redirige vers le Jupyter qui a été ouvert. Et là, ce qu'on voit, ce qui est génial, c'est bon, il fait echo AWS Access Key ID et il voit que la variable d'environnement a été set dans son container par rapport à ce qu'il a réglé dans le formulaire. Ça veut dire concrètement qu'il va pouvoir faire ManIO Client LS et avoir tous ces jeux de données préconfigurés. Et là, on a rendu un énorme service, en fait, parce que sans Onyxia, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait dû booter, faire un Helm install, aller chercher ses tokens sur Minio, après regarder dans la doc de Minio comment faire pour quelle variable d'environnement il faut set. Et ça, il l'aurait fait une fois, peut-être. Mais en tout cas, il n'aurait pas détruit son environnement de sitôt. Et là, on a un problème de reproductibilité classique avec un environnement qui a été set avec des choses qui ont été installées, on ne sait pas dans quel ordre. Là, avec Onyxia, il a cliqué sur un bouton. Et en plus, il peut enregistrer les configurations spécifiques. Donc, il peut facilement détruire et recréer. Et on a un environnement reproductible. Je pense qu'on a fait notre temps largement. Donc, je vais mettre la vidéo qui tourne en fond, surtout en fait pour vous montrer qu'on ne vous vend pas seulement du rêve, mais c'est vraiment une application qui fonctionne. Si vous avez des questions, on peut les prendre en même temps que la vidéo est en train de tourner. Bonjour, merci beaucoup. J'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une instance sur laquelle on peut tester, avec évidemment des ressources minimales, mais sur laquelle on peut avoir une idée. Et la deuxième, un peu plus compliquée, c'est souvent, dans les environnements data science, on galère un peu avec les dépendances. Par exemple, moi, je veux travailler sur Python 3.10 avec telle version de NumPy et telle version de Bokeh. Comment vous faites pour déployer des environnements dans Jupyter Lab, par exemple, avec les versions des dépendances dont j'ai besoin? Merci. Alors, pour la première question, il y a une seule plateforme qui est ouverte, mais il faut soit être de l'administration, soit être dans une université ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de compte pour le privé, quoi. Pour la deuxième question, en fait, nous, on va démarrer des Jupyter avec un certain nombre d'images possibles. Et en fait, on est assez permissif sur la plateforme qui est en ligne et ouverte, parce que c'est une plateforme de formation. On n'a pas d'enjeu de sécurité énorme. Donc, on permet aux utilisateurs d'avoir des droits étendus sur les images Docker qui tournent. Donc, s'ils veulent, ils peuvent modifier l'environnement comme ils veulent. Et nous, on propose une liste d'images qui est pré-packagée pour faire déjà des choses pas mal. Mais on donne beaucoup de latitude. Dans un contexte beaucoup plus sécurisé, c'est des questions qui concernent l'environnement en question, quoi. On ne peut pas répondre comme ça a priori. Est-ce que vous allez donner des droits sur les images Docker ou pas? Ça va dépendre de chacun et chaque DSI. Est-ce qu'on a une dernière rapide question? Bon, merci beaucoup Frédéric, merci Joseph, merci à toute l'équipe d'Onyxia.